à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Les États-Unis ont-ils échappé au pire? L'enquête progresse 48 heures après la découverte de colis piégés dans des avions cargos américains. Washington soupçonne un jeune Saoudien installé au Yémen. Ces menaces d'attentat interviennent alors que les Américains votent mardi pour les élections de mi-mandat. Un scrutin qui s'annonce très difficile pour Barack Obama. Les républicains sont en tête et les ultra-conservateurs gagnent du terrain, nous le verrons. La trêve hivernale a commencé, un répit pour des milliers de familles locataires sous le coup d'une expulsion, du moins jusqu'au 15 mars prochain. Reportage dans ce journal. C'est parti pour plus de 6000 km de course. La 9e édition de la Route du Rhum a coupé la ligne de départ à 13h02 en direct dans votre journal. 85 skippers s'affrontent dans cette mythique course en solitaire. Plus de 2000 prix littéraires décernés chaque année en France, des palmarès souvent contestés mais qui multiplient les ventes des lauréats. Le Goncourt se vend en moyenne à 400 000 exemplaires, décryptage d'un système et d'un business. Et puis Fair Game, ou l'histoire vraie de cet agent secret lâché par la CIA juste avant la guerre en Irak. Formidable duo Sean Penn, Naomi Watts. Mais d'abord, pardonnez-moi, l'enquête n'a pas encore tout révélé. Il est clair que les États-Unis ont échappé à un ou plusieurs attentats. Le suspect numéro 1 est un jeune Saoudien, il habite le Yémen. Enfin, on a appris aujourd'hui que l'un des colis piégés retrouvés à bord d'un avion cargo aurait transité par un vol commercial. À Washington, Stéphane Bretner, Laurent Desbois. Les terroristes ont-ils trouvé un nouveau moyen pour introduire une bombe dans un avion passager? C'est la question qui se pose ce soir après que Qatar Airways a annoncé qu'un colis piégé a voyagé dans l'un de ses avions de ligne. D'après la compagnie, il est parti de Sanaa au Yémen, a transité par Doha, avant d'arriver à Dubaï où il a été intercepté. L'autre colis, lui, est parti également du Yémen mais dans un avion cargo. Il a été découvert à l'aéroport d'East Midlands en Angleterre. Ces colis devaient arriver à Chicago et étaient destinés à 2 synagogues, dont celle-ci. Voilà donc peut-être un mode opératoire encore jamais vu. C'est une méthode assez inventive d'une branche affiliée d'Al-Qaïda pour toucher les États-Unis, et cela sans avoir à mettre un terroriste dans un avion. Ces 2 cartouches d'encre équipées d'un détonateur relié à un portable contenaient un puissant explosif. C'est exactement le même que celui utilisé par le Nigérian Farouk Abdul-Muttalab qui voulait faire sauter un avion entre Amsterdam et Détroit le 25 décembre dernier. Voilà pourquoi les enquêteurs pensent que c'est le même artificier qui est à l'origine de ces tentatives, un Saoudien de 28 ans recherché depuis des mois par toutes les polices du royaume. Au Yémen, une étudiante en médecine a été arrêtée hier. Son numéro de portable figurait sur le bordereau d'envoi des colis. Elle a été libérée tout à l'heure, sans doute victime d'une usurpation d'identité. Et en direct de Washington, on vous retrouve Stéphane Bretner. Bonsoir. Alors, est-ce que l'on peut dire que les États-Unis ont échappé au pire ? C'est ce que l'on suppose, même si personne ce soir n'est capable de dire avec certitude où et quand ces bombes devaient exploser. Ce qui est sûr, c'est que des barrières de sécurité ont été franchies et c'est ce qui inquiète la Maison-Blanche. Il y a quelques heures, John Brennan, le conseiller sécurité de Barack Obama, a déclaré que les enquêteurs recherchaient toujours d'éventuels paquets suspects, même si on n'est pas sûr qu'il y en ait. Donc une précaution maximale dans un climat où les élections reprennent peu à peu leurs droits. Dans les médias aujourd'hui, on ne parlait quasiment plus que de ce scrutin capital de mardi soir. Merci Stéphane. Et oui, le scrutin, c'est mardi, une élection qui s'annonce extrêmement compliquée pour Barack Obama, qui aura multiplié les meetings jusqu'au dernier moment. 4 États en 2 jours, de la Pennsylvanie à Chicago. Les républicains sont toujours en tête dans les sondages et les conservateurs du Tea Party espèrent obtenir des sièges au Congrès. En attendant, ils poursuivent une campagne aussi virulente que populiste. Reportage de nos correspondants Maryse Burbo, Aaron Diamond. Voilà, reportage à suivre dans un instant. Le reportage de nos correspondants à Washington. Le drapeau américain brandi bien haut, c'est l'Amérique des ultra-conservateurs, celle des Tea Party. Meeting aujourd'hui à Las Cruces, non loin de la frontière mexicaine. Le thème de campagne est donc tout trouvé pour ces militants majoritairement blancs, l'immigration.
Cette Amérique rebelle est tombée récemment dans le chaudron de la politique et s'est trouvé un bouc émissaire, Barack Obama. Le gouvernement essaie de tout contrôler. On est en train de devenir un pays socialiste. Le gouvernement n'est là que pour protéger les gens. Il doit s'occuper des routes, de la sécurité de la nation. Ils ne sont pas supposés dépenser tout notre argent en s'en mettant plein les poches. À la fin du meeting, on remballe direction El Paso, une autre ville du Nouveau-Mexique. Nous ferons 30 villes en 15 jours. C'est un voyage harassant, mais ça vaut vraiment le coup. Ces bus de propagande sillonnent l'Amérique. À bord, les fondateurs de ce mouvement hétéroclite. Ils défendent la Constitution, les valeurs morales et religieuses. Mais ils ont aussi un discours économique qui fédère les frustrations des Américains. Pour eux, Obama n'a fait que creuser la dette publique sans créer d'emplois. Les gens sont inquiets de l'emprise grandissante du gouvernement fédéral. Il y a les impôts qui augmentent, les lois imposées par Washington, les déficits et la dette qui atteint des sommets. La télévision est branchée sur Fox News. Cette chaîne soutient Palin, figure emblématique du mouvement. Elle s'invite d'ailleurs régulièrement sur la route des bus. Son enfant dans les bras. Palin n'est candidate à rien pour ces élections. Elle vise plutôt la présidentielle en 2012. Reprenons le contrôle de l'Amérique. Que Dieu bénisse le Tea Party et l'Arizona. Le Tea Party réussira-t-il à s'imposer durablement dans le paysage politique américain? Ces élections apporteront quelques éléments de réponse. Ici, aux confins du Nouveau-Mexique, on réalise combien ces hommes et femmes détestent Washington. Cette ville représente pour eux l'État fédéral trop puissant, trop interventionniste, symbolisé par Barack Obama. Et ce soir, prise d'otage à Bagdad, dans une église chrétienne. Pendant quelques heures, un commando d'insurgés irakiens qui serait lié à Al-Qaïda a pris en otage une cinquantaine de fidèles. Vous êtes sur place, Renaud Bernard, bonsoir. Alors les forces de sécurité ont donné l'assaut il y a une demi-heure. Absolument, ça c'est une certitude, l'assaut a été donné. Autre certitude, il y a des survivants parmi les fidèles qui étaient retenus en otage. Pour le reste, c'est le flou absolu. Une chaîne de télévision irakienne parle de 12 blessés parmi ces fidèles, mais des représentants de la communauté chrétienne de Bagdad disent qu'il y a également eu des morts. Les autorités, quant à elles, confirment que 5 militants d'Al-Qaïda ont été tués et qu'un sixième a été blessé. Depuis 2 heures maintenant, les forces de sécurité irakiennes, épaulées par les forces spéciales américaines qui sont toujours présentes en Irak, cernaient la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, Notre-Dame du Bon Secours, et des tireurs d'élite avaient déjà tenté d'éliminer les preneurs d'otages. L'assaut a donc été donné. On sait que ce soir, le centre-ville de Bagdad est totalement quadrillé par les forces de sécurité et qui ont dressé des barrages à tous les carrefours. Renaud Bernard, envoyé spécial à Bagdad en Irak. Merci pour ces précisions sur cette prise d'otage ce soir. L'alerte orange aux orages levée dans 5 des 7 départements concernés. Elle court jusqu'à minuit dans le Var et les Alpes-Maritimes, où il pleut toujours assez fort, comme le montrent ces images de l'évacuation d'un camping près de Cagnes-sur-Mer. Tonalité bien plus violente encore dans les Caraïbes. L'ouragan Thomas s'est renforcé depuis ce matin. La Martinique, placée en alerte cyclonique orange, a annulé toutes ses manifestations sportives ou culturelles. 50 000 foyers ont été privés d'électricité. L'ouragan pourrait ensuite se diriger vers Haïti, où 9 mois après le tremblement de terre, des milliers de sinistrés vivent dans des camps de fortune. 95% des stations-service approvisionnées en carburant. Le gouvernement martèle l'information depuis le début de ce week-end de la Toussaint. En pratique, pourtant, nous avons pu constater à Paris et dans le Val-de-Marne que toutes les stations-service ne sont pas alimentées en carburant. Caroline Thébault, Mathieu Régnier. Un calme trompeur. Dans cette station en banlieue est de Paris, pas de file d'attente. Mais à y regarder de plus près, plus d'essence. Place alors aux automobilistes errants et insatisfaits. Je pensais que c'était fini, mais donc voilà quoi. Ça n'a pas l'air. Il n'y a que dans les autoroutes en fait compte où on trouve de l'essence parce qu'ils sont approvisionnés. Mais ici dans la région parisienne, c'est difficile. Sur le trottoir d'en face, pas la peine de chercher, c'est tout simplement fermé.
Dans Paris aussi, certaines pompes sonnent encore creux. Mais le budget essence des automobilistes, lui, pèse de plus en plus lourd. Ils en ont profité quand même. Bon, ils ont un chiffre d'affaires qui est en baisse, puisqu'il faudra taper quelque part. C'était 1,19 avant et c'est 1,22 maintenant. Ici, comptez environ 4 centimes de plus en 2 semaines sur tous les carburants. Mais selon les pétroliers, les prix vont baisser. Avec la fin de la crise, on va arrêter d'importer. D'autre part, le camionnage, la distribution va redevenir normal elle aussi. Et les éléments de surcoût de cet ordre de grandeur, 3 à 8 centimes d'euros du litre, vont disparaître. La grande distribution, traditionnellement moins chère, joue la prudence et refuse cette promesse. Pour les autres, rendez-vous dans 1 ou 2 semaines pour voir s'ils ont tenu parole. C'est chaque année un répit pour des milliers de personnes locataires visées par des procédures d'expulsion. La trêve hivernale a débuté hier soir. Jusqu'au 15 mars prochain, des familles en grande difficulté peuvent mettre entre parenthèses au moins le problème du logement. Certaines ont évité la rue de justesse. Clément Le Goff, Nicolas Hauer. Avec ses 4 enfants à charge, elle ne peut plus payer son loyer. Lundi dernier, cette femme a frôlé l'expulsion. Aujourd'hui, elle est dans l'attente d'un relogement. La trêve hivernale lui offre un sursis. C'est un soulagement parce que je sais que la force de l'ordre ne peut pas me mettre dehors. Donc oui, c'est un soulagement, ça me permet d'avoir un toit et de pouvoir rester, peut-être pas jusqu'au 15 mars, puisqu'il y a une proposition de logement qui a été faite, mais de pouvoir être encore dans les lieux, quoi. Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous arriverait sinon? Pas du tout, je pense que je serai à la rue avec mes 4 enfants. Depuis hier soir, les expulsions sont interdites et cela jusqu'au 15 mars prochain. Un répit de quelques mois pour des milliers de familles. C'est une petite bouffée d'air qui peut permettre aux personnes en situation d'impayé de prendre en charge leur situation, d'essayer de trouver des solutions. Ça ne résout pas le problème au fond. En 2009, plus de 100 000 décisions d'expulsion ont été prononcées. D'après le ministère de la Justice, c'est 1,5% de plus que l'année précédente. Pourtant, les interventions effectives de la police, elles, diminuent selon le ministère de l'Intérieur, moins 6,5%. Des chiffres que contestent les associations. Pour droit au logement qui fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence, le message ne varie pas. Nous, on demande l'arrêt des expulsions locatives à partir du 15 mars et que l'État mette en œuvre les moyens de loger les gens convenablement, les sans-abri, dont on va bientôt reparler, malheureusement, et qui sont de plus en plus nombreux dans nos rues, mais également les personnes qui sont menacées d'expulsion, plutôt que de les jeter dehors, autant prévoir des solutions de relogement. Malgré la hausse des prix du logement, le gouvernement lui refuse tout moratoire ou plafonnement des loyers. Et cette affaire dérangeante à Tarbes, un propriétaire loue 250 € par mois des celliers de 9 mètres carrés. Il est directement payé par la caisse d'allocation familiale. Certains locataires vivent depuis plusieurs années dans ces caves transformées en logements précaires. Frédéric Crotta, Sacha Méric. La résidence du Lac Bleu, un immeuble de standing moyen en plein centre-ville. En franchissant l'entrée, on accède facilement à un demi-sous-sol et l'on découvre une enfilade de petites pièces avec au bout une douche pour 6 personnes. Chaque locataire habite dans 9 mètres carrés. Chômeurs ou anciens SDF, la plupart du temps sans revenus, ils vivent ici dans des conditions très précaires. Juste la place pour un lit, 2 chaises, une télé et le strict minimum pour la propreté. Personne n'est content de vivre là-dedans, je peux vous le garantir. Après, comme on vous dit, ça va le service. Franchement, on est content de trouver quelqu'un qui peut au moins nous louer ça en attendant. Ces locataires nous ont affirmé ne rien payer au propriétaire. Celui-ci, accusé de profiter de la misère, avoue n'agir que par altruisme. Il reconnaît toucher directement de la caisse d'allocation familiale 60 € par chambre. Je n'ai que 9 chambres, malheureusement. Si j'en avais 50, je les mettrais 50 à disposition. Même si ça me coûte des sous. En fait, les locataires de M. Ruiz représentent une source de revenus non négligeable. Renseignements pris auprès de la caisse d'allocation, ce ne sont pas 60 mais 250 € qui lui sont versés par chambre chaque mois. À Tarbes, des centaines de logements sociaux ont disparu sans être remplacés. Et paradoxalement, le secteur privé pallie une défaillance des pouvoirs publics. Les personnes sans ressources n'ont pas d'autres moyens et d'autres lieux que le parc privé pour être accueillis. Voilà. Donc souvent dans des situations pour le moins contestables. Contestables et contestés, des tensions sont apparues au sein de la résidence. Certains copropriétaires tolèrent mal la présence des marginaux en bas de leur immeuble. On vit ensemble, moi ça ne me gêne pas qu'ils soient là, mais il faut, moi je les respecte, alors autant qu'ils respectent aussi nos lieux où on vit, quoi. Une enquête devrait prochainement déterminer la décence de ces logements, mais c'est à la justice de décider s'ils doivent ou pas être interdits à la location.
Des tombes profanées dans la Meuse, une cinquantaine de stèles du cimetière juif de Bar-le-Duc ont été renversées. Ni revendication, ni inscription. Une enquête pour dégradation grave et violation de sépulture est en cours. La présidentielle au Brésil, les électeurs ont encore un peu moins de 2 heures maintenant pour choisir entre José Serra et Dilma Rousseff, la protégée de Lula, qui en cas de victoire serait la première femme à diriger le pays. En direct de Brasilia, on retrouve Sama Soula. Bonsoir Sama. Alors il semble qu'il n'y ait plus beaucoup de suspense maintenant. Bien écoutez, les élections, le vote au Brésil est électronique et on devrait connaître les résultats très rapidement après la fermeture des bureaux de vote dans moins de 2 heures maintenant. Sauf coup de théâtre, Dilma Rousseff du Parti des Travailleurs devrait être la prochaine présidente du Brésil. Un sondage publié ce matin lui donne 10 à 12 points d'avance sur son rival social-démocrate José Serra. Alors Dilma Rousseff, c'est la candidate de Lula qui a plus que mouillé la chemise pour la mettre en selle et lui transférer son capital électoral. Sa victoire serait une véritable prouesse. Elle n'a jamais été élue et il y a encore 6 mois à peine, les Brésiliens ne la connaissaient pas, même si elle était le bras droit de Lula. Sa grande force, la force de cette technocrate expérimentée, c'est de se poser en garante loyale de l'héritage de Lula, une forte croissance, des millions d'emplois créés, un recul de la pauvreté, un bel héritage qu'elle promet de continuer et de faire fructifier. Ce soir, Dilma Rousseff sera ici, à Brasilia, pour attendre les résultats aux côtés de son mentor, qui se prépare à savourer sa dernière victoire de président. Sama Soula en direct de Brasilia, merci. On a voté aussi aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour la première fois depuis 10 ans et la victoire contestée de Laurent Gbagbo, le président sortant qui se donnait vainqueur avant même la tenue du scrutin. Les résultats ne seront pas connus immédiatement, mais les Ivoiriens et les expatriés attendent beaucoup de cette élection. Sur place, Dominique Derda, Frédéric Ranck et Sylvain Barral. Héros du jour, Laurent Gbagbo, le président sortant, sûr de sa victoire, dit-il, dès le premier tour de cette élection 6 fois reportée au cours des 5 dernières années. Il faut que ce vote ait lieu pour que la Côte d'Ivoire soit soudée. Il faut que ce vote ait lieu pour que la Côte d'Ivoire sorte de la guerre civile. Laurent Gbagbo a survécu à un coup d'État et à une rébellion. Il veut être celui qui rassemblera tous ses concitoyens. Face à lui, 13 autres candidats. Dans les bureaux de vote, les assesseurs manquent parfois d'expérience, normal. Cela fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Les représentants des partis d'opposition, eux, ouvrent l'œil. Et le bon. Vous craignez des fraudes? Mais bien sûr. Et c'est à cause des fraudes même que nous avons rejeté la machine électronique. Les Ivoiriens sont venus en masse accomplir leur devoir civique. On souhaite que, avec ces élections d'aujourd'hui, nous sortons de la crise pour que nous puissions manger, nos enfants puissent travailler. Les Nations Unies ont déployé plus de 9000 casques bleus et policiers à travers le pays, mais impossible pour eux d'être présents partout. Sur le bord d'une route, par hasard, nous tombons sur ces agents de la police ivoirienne. Ils viennent d'abattre un homme dont ils disent qu'avavec d'autres, ils s'apprêtaient à perturber l'élection. J'étais nombreux, j'ai eu des chants de tir avec la force de l'ordre. Avec les forces de l'ordre. Oui, et celui-ci, il a été tué. Oui, oui. Et on ne sait pas qui sont ces gens. Non. Ailleurs, jusqu'à présent, tout est calme. Si la journée s'est déroulée sans incident majeur, il est trop tôt encore pour parler de victoire de la démocratie. Il faudra pour cela attendre l'annonce des résultats et voir si chaque camp accepte ou non le verdict des urnes. Premier vol commercial entre Paris et Bagdad depuis 20 ans. Un avion civil français s'est posé ce matin dans la capitale irakienne. Parmi les 111 passagers, de nombreux chefs d'entreprise. L'exploitation de cette nouvelle ligne à partir de janvier devrait permettre le retour des investisseurs français qui, depuis la première guerre du Golfe, avaient été nombreux à déserter l'Irak. À Bagdad, Renaud Bernard, Yann Moine. Un avion français se pose à Bagdad. Historique, premier vol direct depuis 20 ans. L'Irak, synonyme de danger. Pourtant, quand elle débarque, Janine Vaillant, patronne d'une PME du nord de la France, n'a aucune appréhension. Je suis heureuse de pouvoir me rendre compte par moi-même un petit peu de tout ce qui se dit sur ce pays. C'est la semaine de la foire internationale. Et ses patrons ont le regard qui brille. Un marché colossal. La reconstruction de l'Irak, c'est 450 milliards d'euros. Et ils n'ont pas froid aux yeux. Gilets pare-balles, camions blindés,
Les attentats, les kamikazes et Al-Qaïda, les rues de Bagdad ne sont toujours pas pacifiées, 10 morts par jour. Mais pour eux, le jeu en vaut la chandelle. Mes clients que je connais depuis déjà un certain nombre d'années me disent tous, la différence avec toi, c'est que toi tu viens. La France à l'assaut de Bagdad, d'un pas ferme et décidé. Parfait. Ses arguments de vente, Janine Vaillant les a posés dans une petite valise. Son entreprise n'a que 30 salariés. Elle fabrique des tapis roulants industriels, mais ses objectifs sont ambitieux. Voilà, c'est en vendant ces petites choses-là. Moi, le but, c'est d'arriver à... Le jour où j'arriverai à... Oui, 1 ou 2 millions d'euros, je serai très contente. I show you if you want. Premier client potentiel. Les Français semblent avoir la cote. C'est le paradoxe. Les Irakiens n'en veulent pas à Paris de s'être opposés au renversement du dictateur Saddam Hussein. On aime les entreprises françaises. On ne veut plus des Américains. Les Américains, on a vu ce qu'ils ont fait au pays. Ils nous ont menti. Pourtant, la présence économique française reste modeste en Irak. À ce jour, seules 14 entreprises ont installé des bureaux permanents à Bagdad. 32 blessés dans un attentat suicide ce matin à Istanbul, 15 policiers et 17 civils. Le kamikaze aurait été tué sur le coup. Pas de revendication pour le moment, mais 2 pistes possibles, les rebelles kurdes du PKK ou la mouvance d'extrême gauche. Gilles Rabin. Le kamikaze vient de se faire exploser et sur l'esplanade Taksim, tous sont pris de panique, y compris le seul caméraman sur place qui est là par hasard. Au cœur de la ville d'Istanbul, cette esplanade est la plaque tournante des transports publics. Des milliers de personnes sont obligées d'y passer chaque jour. Par miracle, peu de voyageurs ont été blessés. Au dernier moment, le kamikaze a choisi de se faire exploser près d'un quart de policiers anti-émeute. Les plus grièvement atteints sont des policiers. 2 au moins sont dans un état grave, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Le kamikaze a tenté de pénétrer dans le quart de la police, mais il n'a pas réussi. Le centre historique d'Istanbul a été bouclé une bonne partie de la journée. Un complice du kamikaze serait recherché et la police scientifique tente de déterminer qui sont les responsables de cet attentat. 2 pistes sont privilégiées, celle de groupuscules d'extrême gauche et bien sûr celle des rebelles kurdes du PKK. Il est 20h20 à suivre dans votre journal Cap sur la Guadeloupe. La route du Rhum s'était lancée aujourd'hui. Il y avait foule pour encourager les 85 skippers. C'est la saison des prix littéraires, un simple bandeau rouge sur un livre et les ventes explosent. Et enfin, cinéma avec la sortie mercredi de Fair Game, plongé au cœur d'un scandale politique sous l'air Bush avec Naomi Watts et Sean Penn. Mais d'abord, un résultat de tennis, la très belle victoire de Gaël Monfils à 1 mois de la finale de la Coupe Davis. Il remporte le tournoi de Montpellier. Le Français s'est défait du Croate Ljubicic en 3-7, 6-2, 5-7, 6-1. Nous vous avons fait vivre les préparatifs. Cette fois, ça y est, les 85 skippers de la route du Rhum sont en route vers Pointe-à-Pitre. C'est parti pour plus de 6500 km de traversée en solitaire. Manuel Tissier, Antoine Morel. 3, 2, 1, top! Bon départ pour la Vu de si haut, la mer semble griffée par une multitude anonyme. Mais de plus près, le trimaran de Franck Camas sort de l'écume. Des 85 voiliers, c'est le plus imposant, qui a donc pris le meilleur départ. À peine lancé, la bataille des géants fait déjà rage. Attentif aux moindres détails, Thomas Coville est en 4e position, à la poursuite d'un bateau jumeau à l'étrave bleue. Le départ était vraiment super, ça s'est bien passé, je crois que personne n'a eu de gros problèmes. C'était un grand bonheur. Un bonheur partagé par un public record. Sur les falaises du Cap Fréhel, ils étaient près de 80 000 à guetter les marins. Un stade de France avec des tribunes donnant sur la mer. Après ce rocher, les solitaires s'éloignent et piquent vers le large. C'est l'occasion d'un dernier salut des terriens aux héros de l'Atlantique. Apparemment c'est Camas, c'est ça? Groupama, voilà. Puis après je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne vois pas. Voilà, c'est précisément. Groupama est premier, après c'est Gitana 11 et puis le 3e... Le 3e n'est pas arrivé. Si, il est là-bas. Côté monocoque, les bateaux neufs ont pris les commandes. Et celui de Michel Desjoyaux est déjà dans le peloton de tête. La course va se jouer désormais loin des regards. Dans une semaine, le public de Pointe-à-Pitre devrait en découvrir le vainqueur.
Et la route du Rhum solidaire de nos confrères, un drapeau géant avec les visages d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier était déployé sur le phare du Cap Fréhel aujourd'hui. Cela fait 306 jours qu'ils sont en stage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Bien entendu, nous ne les oublions pas. L'édition en ébullition à une semaine de la proclamation du fameux Goncourt. Chaque année, pas moins de 2000 prix littéraires sont décernés en France avec des enjeux considérables. Alors, que vaut le fameux bandeau rouge? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Clément Le Goff, Nabila Tabouré et Guillaume Beaufils. C'est une tradition. Chaque année, la saison des prix littéraires s'ouvre ici, sous le regard de Richelieu, à l'Académie française. Jeudi après-midi, les 12 membres du jury se réunissent. Dernier tour de scrutin, il ne reste que 3 auteurs en lice. On connaît les 3 noms sur lesquels on doit se prononcer. On vote. Je serai personnellement incapable de vous dire ce qui va arriver. Vous n'êtes pas mis d'accord à l'avance? Ah, pas du tout. L'Académie doit délibérer. Patience. Des prix littéraires, il y en a des centaines chaque année. Des plus prestigieux comme le Goncourt ou le Renaudot, aux plus insolites, 30 millions d'amis ou Georges Brassens. Mais quelle est la vraie valeur de ce petit bandeau rouge? Dans cette librairie parisienne, la distinction reste une référence pour les clients. C'est un gage de confiance par rapport à la qualité littéraire. Après, est-ce que ça va me plaire à moi, dans ma sensibilité particulière? Ça, je le découvre au fur et à mesure de la lecture et heureusement, c'est ce qui en fait le plaisir aussi. Le prix attire l'attention et pour les libraires, cela a son importance. Par exemple, si on prend le Marindia et 3 femmes puissantes, bien peut-être que j'en vendais une vingtaine par semaine et que les ventes sont passées de 20 à 80, donc ça a quadruplé la vente. Le prix littéraire ou l'assurance de ventes en cascade, 380 000 exemplaires vendus en moyenne chaque année pour le Goncourt, 220 000 pour le Renaudot, plus de 150 000 pour le prix Femina. Jean-Marie Blas de Robles en sait quelque chose. Pendant 20 ans, cet auteur n'a rien vendu. Puis une maison d'édition lui a fait confiance. Son prix Médicis s'est arraché à plus de 140 000 exemplaires. Moi, le prix Médicis me permet de vivre de mon écriture pendant 4 ans, ce qui est un privilège absolument extraordinaire. Mais les prix littéraires ont aussi leurs détracteurs. On les accuse de tous les maux. Injustice, connivence. Pour cet éditeur, tout est écrit à l'avant. Que ce soit le Goncourt Femina ou autre, c'est pas sur la qualité du roman. C'est avant tout par rapport à l'étiquette de la maison d'édition. Retour à l'Académie française. Le Grand Prix du roman 2010 est décerné à Eric Fay pour son roman Nagasaki. Déjà, l'auteur doit répondre aux premières sollicitations. Et au même moment, chez son éditeur, il faut s'activer. J'ai besoin de savoir très vite combien d'exemplaires. L'ouvrage doit être réimprimé et surtout, il faut réaliser ce fameux bandeau. C'est lui qui habillera le livre dans quelques jours. Montant du prix d'Eric Fay, 7 500 €. Le Goncourt, lui, sera attribué dans une semaine. Pour le lauréat, un chèque symbolique de 10 €. Mais pour le livre primé, le succès assuré. Naomi Watts, femme trahie dans Fair Game, en salle mercredi. L'actrice australienne incarne Valérie Plame, cet agent secret qui a été lâché et jeté en pâture aux médias par la CIA pour discréditer son mari, un diplomate à l'époque opposé à la guerre en Irak. Marie-Jo Jouan. Même image glamour. À gauche, Naomi Watts, l'actrice. À droite, Valérie Plame, 47 ans, ex-agent secret de la CIA, femme du diplomate Joe Wilson. Une femme dont la double existence a basculé en juillet 2003. Ceci est son histoire. On lui a confié une mission. Le vice-président sait que l'Irak cherche à acheter des matériaux pour fabriquer une bombe atomique. Il faut qu'on aille les voir. La CIA sollicite l'aide de son mari. Malgré un rapport de Joe Wilson, ici le vrai, affirmant que jamais l'Irak n'avait voulu acheter de l'uranium au Niger, Bush ignorait l'information et déclenchait la guerre. Joe Wilson réagissait alors dans un article « Ce que je n'ai pas trouvé en Afrique », créant la polémique. Pour le discréditer, la Maison-Blanche révélait le statut d'agent de la CIA de sa femme Valérie Plame. Cette dernière était sur le plateau, capitale pour les détails, afin de coller au plus proche de la réalité. C'est fascinant, passionnant de revoir notre parcours, mais à la fois bizarre, dérangeant. Pourtant, c'était capital que cette histoire soit racontée. D'autant plus que Valérie Plame a vu s'effondrer sa carrière et sa vie privée. Merci d'être venu.
Je reçois des coups de fil de gens qui veulent ma peau et celle de mon mari, qui menacent de faire du mal aux enfants. Je me suis adressée à la CIA pour obtenir une protection rapprochée pour ma famille. La requête s'est soldée par un refus parce que mon cas ne figure pas dans le protocole budgétaire. Un rôle pris à bras le corps par Naomi Watts. Sa priorité, ne pas trahir cette femme dont la vie est une épopée. Ce n'est pas quelqu'un qui vous livre tout d'un coup, sûrement parce qu'elle garde encore quelque chose de son entraînement d'agent secret. C'est quelqu'un qui devait toujours travailler sous couverture. J'ai dû apprendre à la connaître tout doucement, la découvrir par bribes. Loin de l'image de James Bond, le film permet enfin de découvrir la réalité quelquefois inhumaine de la double vie d'un agent de la CIA. Je ne craque pas. Je n'ai pas de point de rupture. Et puis le box-office de la semaine avec le nombre d'entrées au premier jour de la sortie des films. C'est le film d'Anne de Petrini avec Ramzy, sans Eric. Il reste du jambon qui arrive en tête. Bon démarrage aussi pour Le Royaume de Gaoul, un film très chouette comme vous le voyez, suivi de The American avec George Clooney. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations, cette prise d'otage ce soir à Bagdad, dans une église chrétienne. Pendant quelques heures, un commando d'insurgés irakiens qui serait lié à Al-Qaïda a pris en otage une cinquantaine de fidèles. Les forces de sécurité ont finalement donné l'assaut, bilan 7 otages tués et une vingtaine de blessés dans l'église. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de votre semaine avec Isabelle Martinet, 20h35. Cinéma, Jacques le Croquant avec Gaspard Ulliel. L'information demain, c'est dès 6h30 dans Télématin. 13h, vous retrouverez Nathanaël de Rinxin. Et à 20h, David Pujadas. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 2. Merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.